Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Burundi, l'ancien colonel de l'armée Jean Bikomagu a été tué ce samedi matin à son domicile. Il est le deuxième militaire de haut rang tué par balle ce mois-ci. Contestation au sein de l'UDPS en République démocratique du Congo. 25 cadres de l'Union pour la démocratie et le progrès social remettent en cause la gestion du parti. Football féminin, l'équipe du Nigeria prépare le mondial des moins de 20 ans de 2016. Notre correspondant a suivi leurs préparatifs. Mais d'abord, du nouveau dans l'échiquier politique ivoirien. Le Congrès des jeunes patriotes dit COJEP s'est constitué ce samedi en parti politique. Ce rendez-vous a donné naissance au Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Le COJEP, créé il y a 14 ans par Charles Blé Goudé, l'ex-leader des jeunes patriotes, s'est réuni dans la ville de Grand Alépé, près d'Abidjan, la capitale économique. Et c'est à l'universitaire Hyacinthe Nogbu qui a été désigné secrétaire exécutif du nouveau parti, en l'absence de Charles Blé Goudé, actuellement emprisonné à La Haye par la Cour pénale internationale. Après le général Adolphe Chirimana, l'assassinat du colonel Jean Bikomagu fait monter la tension au Burundi. Ce samedi, des assaillants ont ouvert le feu sur l'ancien chef d'état-major de l'armée burundaise. Le résumé d'Ibra Khadindiaye. Au Burundi, la spirale de la violence a franchi ce samedi 15 août un nouveau palier. L'ancien chef d'état-major de l'armée burundaise, le colonel Jean Bikomagu, a été assassiné dans la capitale par des individus encore non identifiés. Les assaillants ont ouvert le feu sur sa voiture devant son domicile. Sa fille a été également gravement blessée. Le colonel Bikomagu était considéré comme un commanditaire de l'assassinat du président Dadaye, donc perçu surtout chez les Hutus. Aujourd'hui, il a été assassiné dans la suite, disons, de ce qui se passe au Burundi, notamment l'assassinat du général Adolphe Chirimana. C'est une sorte de vengeance des gens du pouvoir contre les militaires, les ex-FAB, comme on les appelle. C'est aussi, on peut dire que c'est le début d'un engrenage. On ne sait pas quand ça va s'arrêter, les assassinats des chefs militaires et des chefs politiques au Burundi. L'insécurité entre le sommet des Burundais depuis l'annonce faite par le président Pierre Nkurunziza de rempiler pour un troisième mandat et son élection en juillet 2015. L'armée est profondément divisée. Il est difficile de dire ce que font les autorités parce que les gens qui tuent, par exemple, qui tuent Bikomagu sont des gens en général proches du pouvoir. Et on sait bien que aussi les gens qui tuent les généraux du pouvoir sont les gens qui sont proches des milieux de l'opposition. On dirait que actuellement, le pouvoir ne fait rien ni pour protéger les anciens militaires, ni pour protéger les gens de la société civile. Donc, c'est un attentisme à suivre. La situation du pays inquiète et on craint une escalade de la violence. Un rapport publié le 7 août 2015 dénonce la dégradation du respect des droits de l'homme au Burundi depuis le début de la crise sociopolitique en avril 2015. Toujours au Burundi, au début du mois, le 2 août, un autre ex-chef d'état-major de l'armée, le général Adolphe Chirimana, qui dirigeait la sécurité présidentielle, ainsi que 3 de ses gardes du corps avaient été assassinés à Bujumbura. 4 des 5 suspects appréhendés dans le cadre de l'enquête ont comparu devant la justice ce samedi 15 août. Il s'agit de militaires en activité, des sergents et caporaux. 5 restent encore en fuite selon les autorités judiciaires. En République démocratique du Congo, crise interne au sein de l'UDPS. Plusieurs cadres du parti s'opposent à la participation au dialogue national proposé par le président Joseph Kabila. C'est une première au sein du parti d'opposition puisque ses 25 membres demandent en parallèle le départ du président historique Étienne Tshisekedi. On fait le point avec Jean-Célestin et Diangué. Une lettre signée par 25 membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, vivant en Europe et au Canada, vient d'être rendue publique. La déclaration dans laquelle, pour la première fois depuis la création du parti en 1982, l'autorité du président et opposant historique Étienne Tshisekedi est directement mise en cause. Une situation qui ne semble guère inquiéter outre mesure. C'est inhérent à tout grand parti. L'UDPS a vécu, ça fait plus de 30 ans que l'UDPS est dans le combat et ça fait plus de 30 ans que son leader et sur la place publique. Au moins ça prouve qu'il y a une démocratie en interne au niveau de l'UDPS.
il y a la liberté d'expression, les gens se sont exprimés, quitte à voir maintenant comment est-ce que le leader de l'UDPS pourra réagir. À mon humble avis, je pense qu'au niveau de la direction de l'UDPS, on devrait plutôt jouer au rassemblement, battre le rappel des troupes et voir dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait régler cette question. L'une des paumes de discorde au sein de l'UDPS concerne la participation éventuelle à un dialogue politique initié par le président Joseph Kabila. Des membres se revendiquant de la branche historique de l'UDPS souhaitent y aller et des réunions auraient déjà eu lieu autour d'une possible participation au gouvernement d'union nationale à Bruxelles et à Kinshasa. Mais d'autres se réclamant de la base refusent de dialoguer avec le pouvoir de Kinshasa au risque de fissurer l'unité du parti. Ça peut nuire à l'image du parti, mais justement, c'est là que le leadership devrait faire preuve de son expérience et de son intelligence pour pouvoir rassembler des troupes. Au risque que l'UDPS puisse jouer le jeu du pouvoir. C'est un danger réel. Il faudrait prendre le problème à bras le corps et pouvoir le régler. Le silence d'Étienne Tshisekedi, élu à la tête de l'UDPS lors du dernier congrès en 2010, laisse libre cours à toutes les rumeurs. Le prochain congrès de la deuxième formation politique de la RD Congo, qui représente avec ses alliés 10% des 500 députés du pays, est prévu en décembre 2015 à Kinshasa. Ce dimanche 16 août, l'Afrique du Sud commémore les 3 ans de la tragédie de Marikana. En 2012, 44 mineurs en grève sont morts, dont 34 abattus lors d'affrontements entre les ouvriers de la compagnie Lonmin et les forces de l'ordre. Un rapport a été finalisé récemment sur le drame par la commission Farlam, mais les mineurs demandent toujours justice. 2 plaintes ont été lancées contre le gouvernement sud-africain. Les familles demandent une compensation financière pour la perte et le traumatisme qu'elles ont subi. Et plus de 300 mineurs arrêtés ou blessés par la police en 2012 demandent aussi des compensations s'élevant au total à plus de 140 millions d'euros. Du sport avant de clore cette édition, les préparatifs de l'équipe féminine de football du Nigeria vont bon train. Les moins de 20 ans sont à pied d'œuvre pour préparer le mondial de 2016 prévu en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Les précisions de Deo Gracias Podo. Oubliez la contre-performance à la Coupe du Monde 2015 au Canada, les Nigériennes préparent ardemment la compétition des moins de 20 ans en 2016. Les Super Falconettes sont en quête d'une place à cette compétition avec pour objectif de corriger la contre-performance des seniors en 2015. Le Nigeria est l'équipe la plus régulière de l'Afrique dans le football féminin, toujours présente à la Coupe du Monde. Les joueuses ne veulent pas déroger à la règle en 2016 et intensifient les entraînements afin de rejoindre la liste des prétendants au tournoi. Nous avons juste besoin d'une bonne organisation. Le groupe dans lequel nous avons évolué à la Coupe du Monde, si vous observez leur classement à l'international, vous verrez que nous ne sommes pas au même niveau. Elles étaient beaucoup mieux préparées que nous. Nous avons fait de notre mieux même si ce n'était pas suffisant. Je pense que nous devrions en être fiers. Nous avons tiré des leçons et je pense que le football féminin au Nigeria a beaucoup progressé. En raison des contre-performances lors du tournoi, l'ancien entraîneur Edwin Okan a été limogé et un coach par intérim a été immédiatement nommé pour prendre le relais et préparer les qualifications olympiques. Le nouveau responsable de l'équipe, Christopher Danjuma, compte sur le potentiel énorme de son staff pour élever le niveau du football féminin nigérian. Ce sur quoi je voudrais que nous nous basions, c'est l'histoire. Savoir d'où nous venons, comment avons-nous géré les récentes compétitions et quel est aujourd'hui notre niveau de performance. Cela nous permettra de tirer des leçons pour mieux nous repositionner et montrer au monde entier que nous avons une équipe capable d'égaler n'importe quelle autre équipe dans le monde. Les Super Falcons ont maintenu une présence africaine obligatoire au cours des 6 dernières Coupes du Monde. Avec environ 12 joueuses actuellement basées à l'extérieur, les fans et les analystes espèrent que ce contact avec les joueuses étrangères stimulera la qualité de leur jeu et augmentera les chances des Super Falcons au succès. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.